Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous avons concocté un débat geek sur Dragon Ball GT. Dragon Ball Great Travel, qu'on peut traduire par Dragon Ball La Grande Aventure, est la suite de Dragon Ball Z, et prend place 5 ans après les événements de la précédente série. Cette série est sortie la semaine d'après le dernier épisode de Dragon Ball Z sur les télévisions japonaises. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Dragon Ball GT est une bonne ou une mauvaise suite à Dragon Ball Z? Comme dans tous les débats geeks, deux personnages inventés défendent leurs idées opposées avec des arguments. Sur ce, assez parlé et commençons ce débat geek. Bonjour monsieur, vous êtes bien le chauffeur que j'ai commandé? Oui, montez, je vous en prie. Merci. Je dois dire que j'avais peur d'être en retard à force de rester devant mon PC. Mais je me voyais pas lâcher avant la fin de cet épisode. Ah, et que regardiez-vous? Je suis en train de me refaire les Dragon Ball GT. Comment ça? Sortez de la voiture tout de suite! Hein? Mais pourquoi? Pourquoi? Il est hors de question qu'une personne qui aime regarder cette merde de Dragon Ball GT reste une seconde de plus dans ma voiture! Mais vous êtes complètement taré là! Certes, Dragon Ball GT a ses défauts, mais de là à dire que c'est de la merde! Ouh là là, monsieur! Écoutez, Dragon Ball GT est une suite qu'on peut qualifier d'infâme, qui n'avait pour but que de continuer à produire de l'argent à la Toei Animation. Ils y ont mis aucun moyen, aucun scénario, aucun talent pour cette suite non officielle et inutile. Ils ont fait rétrécir Goku, ce qui est une honte, car lui faisant perdre toute son évolution qu'il avait acquis jusqu'à maintenant. Tout au contraire, faire rétrécir Goku était ingénieux, en vue de sa puissance à la fin de l'œuvre. Cela a permis à la série un retour aux sources, en plus de pouvoir nous proposer des combats que Goku aurait gagnés facilement s'il était resté grand. Quoi? Ça veut juste dire que les scénaristes n'avaient pas suffisamment de talent pour créer un enjeu à Goku. Alors que dans les films, par exemple, cela ne posait aucun problème. On peut prendre l'exemple de Janemba et Hildegard qui apportent un réel défi à Goku, sans le faire rétrécir. En plus, Goku a perdu en force, mais également en mentalité. Il se fout totalement d'avoir perdu des années d'expérience qui normalement lui tenaient à cœur. Admettez-le, vous dites ça car vous n'aimez pas la première partie de Dragon Ball. C'est tout, une partie aventure que seuls les vrais fans apprécient. Pas du tout, monsieur. Ils auraient pu prendre d'autres personnages avec beaucoup moins d'expérience comme Oob, Goten et Trunks Pour avoir une aventure à la hauteur de leur niveau et de leur expérience. Mais là, non. Ils ont décidé de prendre Goku, qui fait partie des êtres les plus forts de l'univers, qui doit être redéveloppé à zéro. Vous dites n'importe quoi. Goku obtient le Super Saiyan 4 dans GT, ce qui le rend beaucoup plus fort que le Son Goku de la série précédente. Alors on le fait baisser en force et en taille pour ensuite revenir en arrière en le remettant grand et plus fort qu'avant? Rassurez-moi, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, non? Eh ben non! La régression de Goku était importante scénaristiquement parlant au tout début. Mais par la suite, il lui fallut plus de force. C'est la raison de cette augmentation de puissance au milieu de l'œuvre. Ah, vous voulez parler du scénario? Parlons du scénario alors. Comment pouvez-vous me convaincre que cette histoire est bien faite? Déjà, on retrouve Goku qui entraîne Oob au palais de Dieu. On y voit les progrès de Oob et le rêve de Goku d'être mentor réalisé. Ils ont juste repris la suite logique et l'ont même bâclé en créant une ellipse de 5 ans inutile. En plus, c'est con qu'ils s'entraînent au palais de Dieu, alors qu'ils ont la salle de l'esprit et du temps. Et non, Ignare, car la porte de la salle avait été détruite par Piccolo dans la saga Boo. Ouais, ils auraient pu la recréer ou se téléporter sur une autre planète. Et c'est quoi ce délire de Pilaf qui peut accéder au palais de Dieu avec un véhicule sans permission? Pilaf est un génie. Il aurait pu créer des machines sophistiquées et indétectables par Dieu, qui étaient concentrées sur les combats de Goku et Oob. Un génie qui invoque Shenron au même endroit où se trouve Goku? Et c'est quoi ce Shenron qui sort de nulle part? Pilaf aurait pu chercher les Dragon Ball normal. Ça lui aurait demandé moins d'efforts. C'est l'ultime Shenron. Il y a une super vidéo de débat geek qui en parle. C'est les Dragon Ball créés par l'ancien dieu, avant qu'il se sépare de sa moitié maléfique. Merci, ça j'avais compris. Mais pourquoi ne l'avait-il pas utilisé plus tôt? Enfin, je veux dire, pour ressusciter les victimes des Saiyans par exemple. Et pourquoi ne sont-ils pas détectés plus tôt par le radar de Bulma?
Les boules auraient bien pu être réactivées seulement après la réunification de Piccolo et Camille, et les réutiliser dans l'arc Cell aurait détruit la Terre, d'où le retour de Dende. Concernant le radar, les ultimes Dragon Ball étaient peut-être trop hauts pour être détectés. Ah ouais, la destruction de la Terre. Encore un truc qui sort de nulle part. Mais pas du tout. C'est le surplus d'énergie invoqué avec le Shenron ultime qui... C'est pas dit dans l'animé tout ça. On comprend juste que c'est le fait d'invoquer l'ultime Shenron qui menace la Terre. Il faut donc fouiller pour comprendre pourquoi la Terre va exploser, ce qui révèle un mauvais scénario. En plus, ce dragon est con. On ne lui parle pas et il exauce un vœu. Et à moitié en plus, car Pilaf a demandé que Goku fasse sa taille pour pouvoir l'humilier. Mais Pilaf n'a même pas la capacité d'humilier Goku après. Pire, il se barre et personne ne lui dit rien. Bref, on a Sangoku qui part avec Trunks et Pan, qui, eux... Attendez, avant, on voit Goku et Pan se battre contre des bandits à la con. Il y a également un hors-série chelou avec un gars qui kidnappe Goku. Oh là 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 là, tu abuses. Cet épisode était drôle. Par exemple, le mec demande une rançon à Vegeta qui s'en tape complètement de Goku. Ah tiens, parlons-en de Vegeta et sa Moustache, je sais, oui. Mais sache une chose, ce sont les designs d'Akira Toriyama lui-même. De plus, les personnages ont une belle évolution, qui est logique à l'œuvre. Trunks est devenu PDG de Capsule Corp, Goten, dragueur professionnel, Bulma retraité, et Gohan est devenu un grand scientifique. Vegeta a une moustache. Merde. Ses vêtements sont affreux. Il ressemble à un papy qui essaye de rester jeune. Regarde-moi cette coupe de cheveux ridicule. Et ose l'appeler Vegeta. Ose-le. Normalement, la pilosité des Saiyans n'est pas censée bouger. C'est incohérent avec l'œuvre. Même si c'est l'auteur qui l'a fait, c'est de la merde. Oh, ça va là. Vegeta a essayé quelque chose et a raté. Ça nous a fait bien rire. Et il se rase assez vite dans la série. Et après ça, il obtient une bonne tenue. Sa tenue est d'ailleurs logique avec la fin du manga qui fait de Vegeta un vrai terrien. En plus, tu vois qu'il a un bon tempérament en forçant Trunks et Goten à participer à la mission contre leur gré. J'ai beaucoup aimé cet aspect de lui. Ah, j'aurais tout entendu. C'est un papa poule avec sa fille qui ne le respecte pas. Pire, qui l'humilie. Il n'a rien fait de positif dans la série. Trunks s'habille en costard. Ça c'est bien et c'est classe. Mais quelques minutes après, on voit qu'il a un fantasme bizarre qui consiste à s'habiller en scout. Bah, c'est comme Goku qui préfère mettre son gi plutôt que de porter des vêtements serrés. Ok, il va être plus léger et moins serré. Mais dans ce cas, pourquoi ajoute-t-il des gants et un foulard inutile? En plus, il a un comportement de fragile professionnel. Et à la pire évolution de Dragon Ball GT. Le mec ne sait plus combattre et n'a aucun charisme. C'est tout le contraire de Trunks du futur, qui lui est une réussite. Détrompe-toi, les deux ont un grand sens des responsabilités, sont très altruistes envers les gens qu'ils rencontrent et n'hésitent pas à aider leurs prochains et leurs amis. Ils font tout pour éviter la confrontation, préférant une résolution plus calme avec le minimum de dégâts. Concernant son charisme, oui, ce Trunks n'a pas eu de passé traumatisant, ce qui en fait un personnage à part entière et pas une vulgaire copie. Pas convaincu. Il n'arrive même pas à récupérer des clés qu'une gamine de 10 ans cache sous son t-shirt. Et c'est n'importe quoi. Vu le t-shirt, les clés auraient tout de suite dû retomber par terre. Mais bon, le pire, c'est pas le t-shirt, mais son propriétaire. Allez, encore une personne qui dénigre Pan. Elle a pourtant une très bonne évolution dans l'œuvre. Pan? Une évolution dans Dragon Ball GT? Elle n'a même pas acquis le Super Saiyan. Le potentiel qu'elle possédait dans Dragon Ball Z a complètement été gâché. Le pire, c'est qu'elle prend la place de Goten. Ça nous a enlevé toute possibilité de voir un duo intéressant. Là, on a Goku, Trunks et Pan. Il n'y a aucune symbiose, aucune. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Déjà, on a affaire à 3 générations différentes. On a celle de Sangoku qui est 100% Saiyan, celle de Trunks 50% Saiyan et celle de Pan 25% Saiyan. Pan est le personnage qui a besoin d'aventure et elle fait tout en sorte pour que cela se déroule bien. En cassant le vaisseau pendant sa crise. Ça met en lumière son duo avec Goku, qui lui prend la mission à la légère. Il est là par obligation et préfère s'amuser ou combattre. C'est pour ça que c'est lui qui profite le plus de l'aventure, alors que Pan se met trop de pression. Pour finir, tu as Trunks.
l'adulte qui tempère l'ambiance et répare le vaisseau et les bêtises de ces deux Gugus. J'ai pas du tout ressenti ça, mais bon. Continuons en parlant de cet arc qui permet en plus d'étendre l'univers de Dragon Ball en révélant plusieurs planètes intéressantes comme la planète Himeka. Une planète où la population est contrôlée par Donkey, un mec qui force les habitants à payer des impôts exorbitants. Alors, oui, le concept de la planète est sympathique. Mais avec le niveau des personnages, cela ne devrait pas représenter un grand défi pour eux. Donc quand je vois Trunks galérer à rattraper un robot de merde et ne pas réussir à rattraper immédiatement un vaisseau qui est volé sous leurs yeux, ça la fout mal. Certes, Goku a oublié la téléportation, sûrement pour rendre l'aventure possible. Mais au lieu de perdre du temps à essayer d'utiliser cette téléportation de merde, récupérez votre vaisseau. Oui, mais ils récupèrent le vaisseau assez rapidement et sont après recherchés par la police de la planète. Et leur affiche de prime est stylée, je trouve. Avoue-le. Oui. On en parle de Pan qui est sur le point de pleurer après s'être pris une canette vide alors qu'elle est par balle. Oh, calme-toi. Elle a été surprise et leur relation avec les habitants est super bien développée. On voit très bien la société asservie par l'argent et la population perd tout ce qu'ils ont. Et la famille qui donne leur dernier repas sans rien donner en retour. C'est magnifique. Ce qui les amène à combattre directement le dirigeant de cette planète et son armée. Bien développé? Oui. Mais pourquoi Goku, Pan et Trunks ne volent pas au lieu de sauter de toit en toit? Ils ont oublié. Ils pensent qu'ils sont dans Naruto peut-être. Et ils combattent leur armée. Mais Pan est out avec un truc chelou. Bon. Et Trunks est KO en un coup de Legic. Il est d'ailleurs visiblement plus fort que Freezer. Goku a d'ailleurs dû se transformer en Super Saiyajin pour l'affronter. Oui, mais le combat était sympathique à voir. Goku petit Super Saiyan dégage un flow que j'adore. Il y a une bonne relation avec Goku et Legic à la fin. Ouais, le combat est pas mal. Dans cette partie, le radar avait été absorbé par le robot Gilu, qui devient un radar vivant, qui casse les oreilles et qui sert à rien. En plus, le radar fonctionne dans l'univers. C'est nouveau ça? On ne sait même pas comment ça fonctionne, leur truc de merde. On les voit aller sur une planète de géants, digne d'un épisode d'enfant de 6 ans. Et je parle pas du gros mec bleu chelou, qui aurait pu être battu en 1 seconde, mais qui a duré 2 épisodes. Cela fait référence à l'épisode où il rencontre Oolong dans Dragon Ball. Oui, mais dans Dragon Ball, Oolong a vite été hors d'état de nuire. C'est un très mauvais hommage. En plus, Goku perd la trace de Trunks et utilise l'odorat pour retrouver, alors qu'il aurait pu sentir son énergie. Ça aussi, il l'a oublié. Bref, les frères Para ont volé la Dragon Ball et prennent la fuite en nous donnant une course-poursuite super sympathique dans l'espace et piègent nos héros sur une planète avec des monstres. Tes héros, hein, pas les miens. Et là, c'est pareil. Les monstres et les frères se font one-shot sans difficulté normalement. La technique de faire danser son adversaire jusqu'à l'épuisement est nulle. Pan part avec le vaisseau sur une autre planète, où elle se fait transformer en poupée hyper facilement. Goku et Trunks se battent contre un mec fouet qui les oblige à se transformer en Super Saiyan. Concernant Lud, il aurait dû être battu en un coup, faut le dire. Ah non, pas du tout. Lud avait récupéré l'énergie de beaucoup de personnes, y compris Pan. C'est donc un ennemi redoutable. La technique simultanée pour le battre était une bonne idée également. Ouais, bon, d'abord, Goku était normal contre lui, alors qu'il était en Super Saiyan contre le mec fouet. Il aurait pu utiliser la télépathie lui-même. Mais bon, ça aussi, il l'a oublié. Et Trunks n'a servi à rien, mais vraiment rien du tout. On rencontre enfin le cerveau de l'opération qui n'est autre que Mio, une copie conforme de Dr. Gero, qui veut récupérer les ultimes Dragon Ball. Dragon Ball qui sont censées être inconnues, car elles sont restées cachées depuis des siècles, dans le palais de Kami. S'il voulait vraiment les Dragon Ball, pourquoi n'est-il pas allé sur Terre ou sur Namek? Je ne vois pas le problème. Un de ces sbires aurait très bien pu trouver une Dragon Ball par hasard. Et le Dr. Mew, étant un grand savant, savait sûrement ce que c'était. Après, on a un épisode entier sur la crise d'ado de Pan, qui est vraiment agaçante, faut le dire. Cet épisode servait à développer la relation entre Pan et Gilu, mais également la confiance de Pan envers Goku et Trunks. Bah, ça nous a juste fait plus détester Pan en fait. Trunks et Goku auraient pu sentir son ki très rapidement et la retrouver, mais non. On découvre aussi la planète de Giru, qui est une planète faite de métal et habitée que par des robots. Robots qui arrivent à capturer Goku et Trunks, putain.
Même Pan a réussi à en battre un. C'est quoi ce délire? Pan bat un des robots dans une scène que j'ai trouvée émouvante. Bof bof. Ah, il y a quand même un très bon point positif à annoncer. Ah, allez dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est l'une de mes scènes préférées de tout Dragon Ball GT. Regarde, quand Pan reçoit une bonne baffe qui lui apprend la vie. Ah, il y a également celle du général Reed. Ah, ce général Reed. Tu peux pas me dire que ce personnage est nul. Il pète la classe. Et en plus de ça, il est super fort. Sa capacité à contrôler le méta de la planète est super stylée. Oui, bon, alors doucement. Là, on parle d'un mec aussi fort que Boo. En plus, sous sa forme normale, hein. Tu veux me faire croire qu'un tel spécimen existait dans l'univers? Donc oui, peut-être qu'il est très fort et stylé, mais totalement incohérent. Et je ne te parle pas de Pan, qui ne sert à rien et diminue grandement l'intensité du combat, avec des coupures quand elle recherche Trunks et Gilu. Goku a d'ailleurs perdu son combat contre Rild, car elle l'a déconcentré. Franchement, ce personnage... Giru était en réalité du côté de Goku, Trunks et Pan, prouvant que sa relation avec Pan était importante. Ils ont surpris le docteur Miyu, qui pensait avoir gagné. Pour une fois, le retournement de situation était stratégique, et non en utilisant la force. La trahison de Giru est également touchante, car il sacrifie toute sa gloire pour sauver ses amis. C'est de la merde. Tu es en manque d'arguments, bref. Ensuite, nous avons l'apparition de Babi, qui se réveille après avoir entendu le mot Saiyan. Son apparition est super stylée et angoissante, car Trunks avait pourtant désactivé la machine. Et là, le mutant se réveille et combat les 3 Saiyans En perdant comme une merde. Oui, mais il ne meurt pas, et c'est la suite qui est importante. Babi se cache dans le corps de Miyu. On découvre alors qu'il cache une Dragon Ball dans sa tête, et que c'est Babi qui a créé Miyu et non l'inverse. Quel retournement de situation! Oui, alors, c'est une connerie aussi. Le mec crée le docteur Miyu, qui ensuite crée des millions de robots mutants surpuissants. Et au lieu de créer une armée, il se la joue solo. Pire que ça, le comprend le corps du général Reed, qui a la puissance de Boo, on le rappelle, et le laisse crever comme une merde. Oui, mais de 1, Baby ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Et de 2, la scène du triple Kamehameha avec Goku, Trunks et Pan était surstylée. Bon, allons nous parler des scènes inutiles où l'on voit Baby qui piège les 3 zigotos dans un vaisseau qui menace de s'écraser dans une étoile. Ils prennent avec eux le petit gazon et l'emmènent dans la planète Pital. C'est horriblement chiant. Oui, si tu veux. Mais cette partie est importante pour la suite, car dans un premier temps, Baby leur laisse la Dragon Ball à une étoile et prend possession du corps de Trunks. Oui, je m'en souviens, c'est le moment où il fuit comme une merde. Oui, et cela fait partie de son plan. Il me rappelle beaucoup Cell d'ailleurs, dans sa façon d'agir, et j'aime bien ça. Pendant que Goku et les autres récupèrent les Dragon Ball, lui va sur Terre et affronte Sangoten. Oui, alors, non seulement le combat est court, mais en plus de ça, il est nul. On voit très peu de Goten en action, et il se fait avoir très facilement. D'ailleurs, on découvre que sa copine est masochiste, car elle aime se faire ignorer par Sangoten. Attends, ce n'est pas fini. Baby a attendu que Goten soit à fond pour prendre son corps. Et ni Gohan, ni Piccolo, ni Dende, ni Krillin, ni même Vegeta n'a détecté leur puissance. Ils étaient occupés sur autre chose, c'est tout. En plus, la scène où Baby Goten se prend une baffe de chichi m'a fait tellement rire. Avec les souvenirs de Goten, Baby sait que Gohan est plus fort que lui et le provoque en combat pour prendre son corps. Gohan remarque très rapidement que Goten n'est tout simplement pas Goten. Oui, et encore une fois, le combat est nul, extrêmement nul. Oui, j'avoue, mais c'est normal. Gohan se laisse faire pour ne pas blesser Goten. Ne vous mentez pas, Gohan est beaucoup plus fort que Goten et aurait pu le mettre hors d'état de nuire très facilement. En plus, il se transforme en Super Saiyan sans utiliser sa libération du grand Kaioshin. Oui, mais depuis le temps, il a perdu cette libération, l'obligeant à recourir au Super Saiyan. Dis plutôt que les scénaristes ont oublié. Et attendez, on n'a pas parlé de Piccolo qui apparaît pour rien en fait. Piccolo a subi un Kamehameha avec Goten dans ses bras, disparaît et pouf, on voit Goten dans son lit. Où est Piccolo? Réfléchis un peu, il a tout simplement été gravement blessé par l'attaque de Gohan. Quelle attaque? Le Kamehameha tout lent là? Il n'a même pas essayé d'esquiver. C'est pas Piccolo ce truc. Oui, mais cette fois Piccolo a détecté l'énergie de Gohan et Goten qui se battaient. Oui,
Mais Vegeta n'a toujours rien remarqué. Et Piccolo aurait pu utiliser la télépathie pour prévenir Dende, Vegeta et Kaio. Ou les Kaioshin d'ailleurs. De toute façon, les choses sérieuses commencent maintenant. Babby et Vegeta se rencontrent et découvrent que Babby est un Tsufull. Le lore de Dragon Ball est utilisé pour justifier la haine de Babby et ça, c'est super intéressant. Ouais bon, c'est un mélange entre Hachiyak et Boo. Au lieu d'absorber, il parasite, c'est tout. Maintenant, je vais m'attarder un peu sur Bra, qui a 9 ans et qui porte une tenue assez chelou. Et en plus, elle se fait draguer par des mecs chelous de 20-30 ans. Oui, j'avoue que c'est bizarre. Elle sait conduire aussi. Oui bon, elle fait partie de la famille, la plus intelligente de la Terre. Donc bon, c'est normal. Sinon, le combat Vegeta contre Gohan et Goten, il est nul. Goten combat en restant normal, à croire que c'est lui qui a la libération du potentiel latent. Et on ne sait même pas si Vegeta est en Super Saiyan ou en Super Saiyan 2, car aucun éclair n'est présent dans GT. Moi j'aime bien leur technique à deux. Il faut reconnaître que le design de Babby Vegeta est stylé. Et l'ambiance quand Goku, Trunks et Pan reviennent sur Terre est magnifique. Oui, c'est vrai que j'ai bien aimé ce moment. Surtout où Gilu se prend une boule de feu. Mais Kaio n'a rien remarqué sur Terre. La Terre est en danger pourtant. Il n'a pas prévenu Goku. Puis Goku ne ressent pas l'énergie de Trunks et Babby Vegeta. Bah, avoue que le combat Babby Vegeta contre Goku est génial. On voit même Son Goku petit en Super Saiyan 3. Ouais, le Super Saiyan 3 qui ne dure qu'une minute. Babby Vegeta fait un Final Flash et dit Big Bang Attack. Big Bang Attack. Est-ce que ça c'est un Big Bang Attack? Puis c'est quoi ce délire de changer de tenue quand Baby Vegeta récupère l'énergie des autres? Bah, c'est ça sa particularité. Quand tout semble perdu, Goku se fait sauver in extremis par Kibitoshin avant de recevoir l'attaque de Babby Vegeta. Kibitoshin qui peut se téléporter de planète en planète sans détecter l'énergie. Bah quoi? Ça, il savait déjà le faire. Ah oui. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé pour récupérer les 7 ultimes Dragon Ball en moins de 24 heures, au lieu d'utiliser un vaisseau spatial? Et pourquoi ne s'est-il pas téléporté pour prévenir Goku avant qu'il vienne sur Terre? Bah, il était tout simplement pas au courant, c'est tout. Et c'est à Goku de résoudre ce problème, pas aux dieux. Bah, c'est les dieux qui ont créé les ultimes Dragon Ball, dis donc. Et Goku a tué Boo, donc il leur doit bien ça. Babby recrée la planète Plante et je trouve que c'est une super idée. Il veut juste recréer son peuple et être en paix après s'être vengé. Le personnage est bienveillant avec son nouveau peuple qu'il souhaite vraiment reconstruire. Il aurait pu faire ça dans son coin au lieu de se venger. Ah, mais Goku atterrit dans le Sugoloku, où il doit jouer à un jeu chelou avec un mec de merde. Kibitoshin l'aurait lâché pendant la téléportation. Mais la téléportation, c'est censé être instantané, non? C'est vraiment de la merde, hein. D'un côté, t'as un drama intéressant à suivre, je l'avoue, et de l'autre, t'as ce jeu de merde avec le Kitsune qui triche. Oh, ça va! Ça ne dure pas longtemps avant que Kaioshin vienne le sauver. Bon, je vois que tu n'essayes même pas de défendre ce passage de merde. Ensuite, il y a Goku qui s'entraîne pour faire repousser sa queue. Bon, apparemment, pour libérer son pouvoir enfoui. Alors que normalement, c'est le Kaioshin qui permet de libérer le potentiel, non? Oui, mais c'est différent. Là, il le fait pour débloquer le Super Saiyan 4. Oui, mais comment il est au courant pour le Super Saiyan 4? Comment Moudre du café peut faire repousser la queue de Goku? La queue de Goku devrait normalement repousser instantanément, pas en tirant dessus. Oui, mais tu peux remarquer que les deux Kitsune étaient utiles, non? Non. Les Kaioshin peuvent faire apparaître des objets, comme le Kachin ou la boule de voyance. Les Kitsune n'ont servi à rien du tout. Le Kaioshin aurait pu le faire. Bon, en attendant, Gohan s'apprêtait à tuer Pan. Mais Oob intervient. On voit que Gohan n'aurait pas pu se libérer du contrôle de Babby par la volonté et sauver Pan. Ce qui la met dans une situation critique. Et on revoit Oob en action. Ouais, donc Oob n'a rien fait sur Terre et n'avait ressenti aucune énergie. Il est aussi fort que Gohan, Gotenks et Trunks réunis. Mais aussi plus fort que Goku Super Saiyan 3. Car il tient tête à Babby Vegeta 2. Il est juste très fort. Je vois pas le problème. Apparemment, tu as oublié le premier épisode de ta série préférée, où Oob et Goku normal étaient à égalité dans le palais de Kami. C'est d'ailleurs Mr. Popo qui les soigne, alors que normalement, c'est à Dende de le faire. Attends, Oob n'était pas à fond, c'est tout. Et Popo a pu apprendre à guérir, c'est l'assistant de Dieu. Et il doit en apprendre tous les jours. Donc Goku est une merde qui se fait dépasser rapidement par son élève. J'ai pas dit ça.
Mais continuons avec le sacrifice émouvant de Boo, qui se sent très proche de Oob. En fusionnant avec lui, Boo devient complet dans l'être de Majoub. Ouais, ce sacrifice sort de nulle part, mais si tu veux, ça n'a rien changé. Car il se fait battre rapidement par Baby, avec sa propre technique en plus, puis se fait manger. Cela a permis de gagner du temps, jusqu'à l'arrivée de Goku. J'adore son Super Saiyan 3 avec la queue jaune. Que qui ne l'a pas rendu plus fort, vu qu'il perd très facilement. Ah ah. Mais on arrive enfin au climax de l'arc. Goku perdant regarde la Terre, planète qu'il a vu grandir et qu'il n'a cessé de protéger. À ce moment-là, il se transforme pas seulement en Ozaru, mais en Ozaru Super Saiyan et défonce Baby Vegeta. Puis la cerise sur le gâteau, grâce au souvenir de Pan, Goku reprend le dessus sur l'Ozaru et devient le Super Saiyan 4. Une transformation logique qui prend les origines des Super Saiyans en compte. On a toujours eu l'Ozaru en fond dans Dragon Ball Z. On le voit contre Damayo Piccolo et on l'entend très bien avec le premier Super Saiyan de Goku. Mais aussi le premier Super Saiyan 2 de Gohan contre Cell. Et également contre Kibito. Sans oublier le Super Saiyan 3 où on voit et entend très clairement le Ozaru pendant la transformation. Et ce flow magnifique, tu n'as rien à dire, il est magnifique. Ouais, bon, logique. Faut m'expliquer comment elle grandit quand même. J'ai une réponse. Les Ozaru sont des singes géants. Donc le fait que Goku grandisse sous cette forme n'est pas incohérente. Et son pantalon? Ils sont cohérents ces habits qui apparaissent de nulle part à chaque transformation. D'ailleurs c'est pareil quand elle redevient normale. C'est un détail sans importance. C'est Dragon Ball GT qui n'a aucune importance en tant qu'histoire parallèle. Ensuite, on a un bon combat entre Baby Vegeta et Goku Super Saiyan 4 qui a largement le dessus. Quand tout d'un coup, Bulma et son intelligence créent une machine capable de transformer Baby Vegeta en Ozaru Super Saiyan. Non seulement on voit de quoi aurait été capable Bulma si elle était méchante, mais en plus, on remarque que son caractère est inchangé, car elle désobéit à Baby Vegeta pour le faire gagner en puissance. Oui, c'est pas faux, même s'il y a beaucoup d'échanges de boules de ki à mon goût. Le combat en soi est pas mal, enfin, sauf le Kamehameha à retardement. Je sais pas qui a inventé cette merde, mais c'est nul et illogique. T'es touché par une vague de ki, t'es touché par une vague de ki. D'où tu dois attendre 3 minutes pour subir les dégâts. Bref, Baby Vegeta se fait soigner, toujours grâce à la capacité intellectuelle de Bulma. Ce qui fait que Goku repasse en désavantage. Mais de l'autre côté, Kibito Shin récupère l'eau sacrée pour libérer les personnes contrôlées par Baby. Ah, donc maintenant Kibito Shin veut bien aider. Ils ont repris l'idée de leur série de Dragon Ball Z avec Garlic Jr, j'imagine. T'as aussi Majoub qui reprend sa forme normale et retient Baby Vegeta, pendant que les autres donnent leur énergie à Goku. Oui, pour atteindre le Super Saiyan 4 Full Power. Pourquoi Majoub n'a-t-il pas repris sa forme plus tôt et explosé Baby Vegeta? En plus, Baby Vegeta l'a mâché. Ça veut donc dire que Majoub peut se régénérer, non? Et qui mangerait une personne qui s'est fait transformer par sa propre technique? Faut vraiment être con. Oob a juste besoin de plus de temps pour reprendre son apparence. Et c'était sa première fois. Bref, avec le Super Saiyan 4 Full Power, Goku terrasse facilement Baby Vegeta et lui coupe la queue. Et puis, la fin de Baby est stylée aussi. Goku attend qu'il soit proche du soleil pour lui lancer un bon Kamehameha des familles, direction le soleil. Et j'aime beaucoup le nouveau look de Baby. Tu vois qu'il a évolué d'un petit bébé mutant à un gros mutant bien badass. Bon, parlons maintenant de la destruction de la Terre et de toutes les débilités des personnages principaux. Bah quoi? La crise a plutôt bien été traitée. Tous les vaisseaux sont utilisés pour envoyer les humains sur la planète Plante. Goku et Kibito Shin aident avec la téléportation. Puis une fois que la Terre a explosé, les Dragon Ball de Namek ont réparé la planète Terre. Ah ouais, mais t'as 3 vœux avec les Dragon Ball de Namek. Pourquoi ne pas avoir attendu que la Terre explose et ressusciter la Terre et les habitants après? Quoi? Mais c'est monstrueux de penser comme ça. Laissez tous ces gens mourir pour ne pas se faire chier. Mais bon, cela ne m'étonne pas de vous. Ok, je comprends. Une autre idée alors. Pourquoi ne pas avoir téléporté tous les humains sur la planète Plante avec les Dragon Ball de la Terre? Puis recréer la planète Terre avec les Dragon Ball de la planète Namek. Et ensuite, retéléporter les humains qui sont sur la planète Plante pour qu'ils reviennent sur Terre. Bah ils y ont pas pensé, c'est tout. Attends, et Piccolo? On n'a pas parlé du sacrifice de Piccolo? Ah, Piccolo, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pourtant simple, Piccolo et Dieu se sont unis. Dans ce cas, Piccolo est attaché à cette planète plus que quiconque.
Donc, le fait que c'est sa création qui a détruit la Terre le rend responsable. C'est avec maturité et responsabilité qu'il prend cette décision courageuse de se sacrifier pour que les ultimes Dragon Ball ne soient pas utilisés à des fins maléfiques et détruisent d'autres planètes. De plus, beaucoup de personnes pensent à tort qu'il se sacrifie pour les Dragon Ball de la Terre et sont donc à côté de la plaque. J'espère que ce n'est pas votre cas, hein. Eh oh, ça va, hein? C'est sa création. Il aurait pu normalement retransformer les Dragon Ball en pierre ou en détruire une. Tuer un tel personnage sans l'exploiter, c'est un crime. Il n'a strictement rien fait contre Baby et est toujours blessé après avoir reçu le Kamehameha de Gohan qu'il a reçu il y a plusieurs jours quand même. Je pense plutôt qu'il s'est suicidé car son traitement était catastrophique. Oh non, car cela est très important pour le prochain arc. Oh, l'arc Super C17. Es-tu prêt à en parler? Bien sûr, l'arc Super C17 reprend plusieurs intrigues du film Fusion et se permet de mieux les exploiter en ramenant les morts dans le monde des vivants. Dans l'ombre, les deux scientifiques de génie, Dr Gero et Dr Mew se rencontrent en enfer et créent un deuxième C17 qui lave le cerveau de l'original. Une minute. Dr Gero est un être vivant transformé en robot. Ok. Mais Mew est une création de Baby, un robot sans âme et sans énergie. Que fait-il en enfer? Et en enfer, les âmes sont réincarnées et ne se baladent pas librement comme ceci. Et les laisser faire un super robot encore moins. Avec quels matériaux ils l'ont créé d'ailleurs ce robot? Des cailloux? Calme-toi. Dragon Ball GT est la suite de l'anime Dragon Ball Z et non du manga papier. Dans l'anime de Dragon Ball Z, on voit qu'en enfer, les méchants conservaient leur corps et étaient librement en enfer. De plus, ils ont fait prisonnier les Oni pour créer leur plan maléfique. D'accord, ça se tient. Mais comment ont-ils lavé le cerveau de C17 à distance? Pourquoi ils n'ont pas d'auréole? Et pourquoi, une fois tués, ils retournent en enfer? Ils ne sont pas juste passés dans le monde des vivants, ils ont été ressuscités. Attends, les personnages du film apparaissent aussi. Et il y a encore des robots sans âme. Oui, les personnages des films sont également présents. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Ouais, un peu quand même. Où est Broly? Où est Bojack? Où est Hildegarde? Bah, ils ont sûrement été battus hors champ, c'est tout. Bah, j'aimerais bien savoir par qui. Puis Trunks ressent l'énergie de C17 et ne se transforme même pas en Super Saiyan pour l'affronter. Il ne voulait pas blesser C17 et a voulu protéger son chauffeur. Ah, enfin quelqu'un qui pense au chauffeur. Mais dois-je rappeler la tête horrible qu'ils ont fait à Freezer et Cell? Et le combat totalement comique qu'ils ont eu avec Goku? À un moment, t'as Cell qui absorbe Goku. Ils ont regardé plutôt qu'elle ou quoi? C'est vraiment n'importe quoi. Moi je trouve que c'est bien exploiter l'absorption de Cell, ainsi que leur invulnérabilité. Mais Goku avait dit dans l'arc-bout que si tu mourais, alors que tu étais déjà mort, tu disparaîtrais éternellement. Ce qui ne semble pas être le cas. Peut-être pas pour les personnes de l'enfer. La relation de C17 et C18 est très intéressante également. On sent que C17, malgré le lavage de cerveau, est attaché à sa sœur, alors qu'elle est attachée à sa vie humaine acquise aux côtés de Krillin. C17 tue donc Krillin pour faire changer d'avis C18. Mais rien n'y fait. Il se voit donc contraint de la battre, mais ne peut se résoudre à la tuer. Encore une fois, le combat est nul et se base sur une simple boule de ki. Ça, c'est votre avis. On voit après la fusion des deux C17, devenant Super C17, un cyborg surpuissant capable de détruire quiconque se dresse sur son chemin. Regarde-moi ce flow. Il est capable de battre toute la Team Z, même Vegeta, avec sa nouvelle technique, le Final Shin Attack. Oui, c'est vrai que la technique est pas mal. Mais Super C17 paraît peut-être un peu trop fort, non? Mais non, pas du tout. On découvre qu'il absorbe les techniques de Ki, d'où le fait que les techniques de Gohan, Goten, Trunks, Majub et de Vegeta n'ont pas fonctionné contre lui, alors que le corps à corps de Sangoku, si. Ouais, d'ailleurs je remarque que Goku Super Saiyajin a un impact sur Super C17. Alors que Majub n'en avait aucun. Et c'est bizarre parce que Goku Super Saiyan 3 n'avait aucune chance contre Baby Vegeta dans sa première forme. Alors que Majub tenait tête à sa deuxième forme. Ce qui veut dire que Majub, en plus d'être un personnage inutile, a une puissance incohérente. Et toi qui aimes bien que la queue de Goku devienne jaune en Super Saiyan, et bah là, elle ne le devient pas. Déjà,
Super C17 voulait juste s'amuser avec Goku Super Saiyan. Il n'était pas à fond, et c'est pour ça qu'il semblait subir des dégâts. Concernant sa queue, elle n'est peut-être que jaune qu'avec le Super Saiyan 3. Et la relation Goku-Vegeta est encore une fois super bien exploitée. De plus, tu n'as pas parlé du trou spatio-temporel créé par Dende et Piccolo. Piccolo qui était un saint car il était au paradis, le saccage pour finir en enfer et retrouver Goku. On retrouve Piccolo avec un rôle important. Oui, mais Goku ne s'est pas téléporté sur Terre. Je veux dire que le piège de Dr. Gero et Dr. Mew était déjà très con et enfantin. Mais en plus, Goku peut normalement se téléporter entre deux mondes. Donc il n'aurait pas dû avoir besoin de Piccolo. Mais étant petit, il ne peut pas se téléporter. Bah pourquoi ne se transforme-t-il pas en Super Saiyan 4? Et pourquoi Piccolo ne lui donne pas de l'énergie, comme il l'avait fait avant de se suicider comme une merde? Non, désolé mais c'est pas logique. Tiens, regarde, Goku utilise la téléportation pendant son combat contre Super C17. Super C17 étant un personnage dont Goku ne peut normalement pas sentir le ki. Et qu'est-ce qu'il dit devant Baby Vegeta? Qu'il a besoin de ressentir le ki de quelqu'un pour se téléporter. Mais le combat était pas mal. La planète Terre à ce moment-là était totalement ravagée. Et le Kamehameha x10 de Goku en rouge, il était incroyable. Tu sais quoi? C'est l'un de mes Kamehameha préférés, surtout dans les jeux vidéo. Ouais, et que dans les jeux vidéo, vous voulez dire. D'ailleurs, il était bleu contre Baby Vegeta. Pourquoi est-il rouge maintenant? Et Goku est très con aussi. Il ne remarque pas tout de suite que Super C17 absorbe son énergie. C'est pourtant évident. Il devrait le savoir avec l'expérience qu'il a acquis contre C19. Ouais, ça date quand même. Faut pas abuser non plus. Et C17 n'avait pas cet appareil, donc Goku ne pouvait pas savoir que Super C17 le possédait. De plus, Super C17 tue de nouveau Dr. Gero. Bel hommage à Dragon Ball Z. Surtout prévisible. Il tue également le Dr. Mew. Mais très franchement, on s'en fout. On a aussi le retour de C18, qui lui fait du chantage avec sa bombe, et Super C17 ne veut pas la tuer. On ne sait pas si c'est par peur de la bombe, même si on comprend à la fin que c'est bien par amour fraternel qu'il ne tire pas. La scène est touchante, et c'est grâce à ça que Son Goku découvre le point faible de Super C17. Oui, un point faible des plus bidons, qu'on ne trouve que dans les jeux vidéo. L'animation de cet arc était quand même assez dégueulasse, je trouve. Je trouve pas tant que ça. Mais parlons du dernier arc de Dragon Ball GT. Encore une fois, Dragon Ball GT exploite un sujet que l'œuvre originale n'exploite pas. L'utilisation abusive des Dragon Ball. Dans un premier temps, nos héros réuniront les Dragon Ball de la Terre pour ressusciter les personnes mortes pendant l'arc précédent. Et ils ne veulent pas ressusciter Krillin par hasard? Bah si, justement. Alors pourquoi récupérer les Dragon Ball qui ne peuvent pas le ressusciter? Peut-être que les Dragon Ball ont été améliorés depuis le temps. Enfin, cela n'empêche que c'était un bon arc, utilisant des super idées. L'ancien Kaioshin qui les avait déjà prévenus plusieurs fois avait raison. Il y a 7 dragons qui représentent tous une boule de cristal et un vœu. Dans l'ordre, on a Rien Shenron, qui a été créé lorsque Upa a fait le souhait de ressusciter son père, tué par Tao Pai Pai. Mais ce manque de puissance est comblé par sa capacité à polluer son environnement pour affaiblir ses adversaires. Ouais, le combat ne me laisse pas de bons souvenirs. Ou Shinron, qui a été créé lorsque Goku a été ramené à la vie avant l'arrivée de Nappa et Vegeta. Il utilise l'électricité pour combattre et devenir plus puissant. Et n'hésite pas à mentir pour arriver à ses fins. Ah oui, c'est celui qui meurt comme une merde à cause de la pluie, non? Oh, sa mort est logique. Mais bon, continuons avec Ryu Shiron, qui a été créé par le vœu de Olong pour obtenir une culotte. Il est aussi appelé la princesse Otto quand il change d'apparence. Son pouvoir est le vent et son combat contre Goku et Pan était nul. Sérieux, on nous vend une catastrophe et on a juste des dragons comiques. Les Dragon Ball n'ont pas été utilisés pendant 5 ans. Et ils subissent l'énergie négative seulement maintenant? Pourquoi Goku part avec Pan? Elle sert à rien. Pan a utilisé le radar de Gero pour faire chanter Goku et l'obliger à l'accompagner. Encore une fois, le personnage est chiant. Et Goku ne ressent même pas le ki des dragons maléfiques. Il a vraiment besoin du radar. Certains dragons cachent peut-être leur force, et Goku part seul, car il considère que c'est sa faute si les Dragon Ball ont été trop utilisés. Le côté comique commence à disparaître avec Shenron, créé avec le vœu de ressusciter les victimes de Majin Vegeta. Tu parles de la taupe de merde là, qui fait des blagues? Oui, mais c'était une feinte pour absorber Pan, et à ce moment-là, tout devient dramatique.
Shishiron devient beaucoup plus fort et Goku risque de tuer Pan en tuant le dragon. C'est en profitant du fait que Shishiron nargue Goku en lui montrant Pan qu'il parvient à la libérer. Ouais, c'est nul! C'est pas en absorbant Pan que tu bats Goku, et même pas Goku Super Saiyan 4! Il aurait dû réussir à le mettre hors d'état de nuire sans difficulté. Cela dit, le suivant est pas mal. Ah! Tu veux parler de Sushiron, créé en donnant la jeunesse éternelle à Damayo Piccolo. Il contrôle le feu et la chaleur et semble assez bon, sûrement car il a beaucoup vécu avec Goku quand il avait la Dragon Ball à 4 étoiles. Sa relation avec Goku est une relation de rival que j'aime beaucoup. Il est honnête et brave, pas comme son frère. Oui, mais après, il ne faut pas oublier le début du combat, où Goku joue à cache-cache sans raison. Sanchiron, qui est le frère de Sushiron. Ce que j'aime bien avec ce dragon, c'est que c'est un bâtard. Tout le contraire de son frère. Si c'est en faisant une crasse qu'il peut gagner, il le fera sans hésiter. Par exemple, Sushiron n'a pas tué Pan et désiré se battre contre Sangoku. Là où Sanchiron l'a prise en otage, pris Goku par surprise et l'a même aveuglé. Pour finir, il demande à son frère de tuer Goku comme un lâche, ce qu'il refuse. La rage de Goku à ce moment-là est magnifique. Calme-toi, et parlons du dernier Chiron qui n'a aucune personnalité. Quoi? T'es sérieux? Ichiron a été créé suite au souhait de ressusciter les victimes de Freezer et ses hommes. Il est plus cruel, sadique, égoïste et maléfique que tous les dragons. C'est le dragon maléfique que tout le monde craint. Son but est nul, ses répliques sont nulles, et c'est juste un connard en fait. Même quand il absorbe les autres boules, il n'a pas de charisme. Seul son design est réussi. Les deux dragons précédents étaient mieux. Bah, moi je trouve que c'est un bon méchant. Il n'a pas besoin d'avoir d'ambition, car il est là comme punition. Il a de très bons combats avec Goku et Vegeta Super Saiyan 4. Et... Ah oui, Vegeta Super Saiyan 4 et la machine merdique de Bulma. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, Vegeta, le prince des Saiyans, a besoin de tricher pour avoir le Super Saiyan 4 et ne l'acquiert pas avec son potentiel. Mais pas du tout. Allez revoir Dragon Ball GT. Si Vegeta utilise la machine, c'est pour se transformer en singe géant, car il ne possède plus sa queue. C'est lui et seul qui a réussi à passer de Ozaru au Super Saiyan 4. D'ailleurs, il n'apparaît qu'une fois et ne peut plus se transformer car Ichiron a détruit la machine. Et ne parlons pas de Gogeta qui a une apparition où il ne fait que le gamin et défusionne aussitôt. Toujours dans l'abus. Gogeta s'amuse contre Ichiron, tout comme Vegeto qui s'amusait contre Super Buhan. Son design, son aura et sa prestance sont d'un style légendaire. Regarde le Bing Bang Kamehameha. Cette technique est géniale, non? La diffusion reste chiante. Mais au bout d'un moment, ils sont où les Senzu? T'en donnes un à Goku, t'en donnes un à Vegeta et Go fusionné. Ils ont totalement disparu de l'œuvre les Senzu. C'est dingue. Et tu m'as parlé de 7 dragons maléfiques. Mais il y avait plus de 7 vœux réalisés dans l'œuvre originale. Et comme ils prennent les films en compte dans Dragon Ball GT, il y en a pas mal qui manquent, hein. Tous les vœux n'ont peut-être pas créé d'énergie négative, ou l'énergie de certains vœux se sont dissipés avant les autres. Le sacrifice de Vegeta était superbe. Pas comme celui de Piccolo. C'est vrai. Surtout quand Gohan, Goten et Trunks refusent de fuir et retournent auprès de Vegeta pour tout donner contre Ichiron. Et la phrase de Vegeta. Oh là 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 là. Ouais, c'est pas fou. Par contre, s'il y a un truc que tu ne peux pas critiquer dans Dragon Ball GT, c'est la fin. La fin est belle et remplie de mystères sur l'état que Goku a obtenu. Aujourd'hui encore, les théories influent sur le web. C'est l'une des meilleures fins de tout manga confondu. Et de très loin. Ouais, alors plusieurs choses. Quoi? Tu vas oser critiquer la fin de Dragon Ball GT? Bah oui, il y a plusieurs trucs bizarres à la fin. Pour commencer, Goku devient totalement invulnérable aux attaques. Il en perd même son bronzage. Pas totalement, c'est logique, car il est dans un état inconnu à ce moment-là. Il perd pas son bronzage, c'est tout simplement la lumière du Genkidama qui l'éclaire. Regarde, il le retrouve après sa victoire. Mais c'est un état acquis grâce à Chiron. Si c'est le cas, c'est bizarre, car Chiron ne peut pas exister si Ichiron est toujours en vie, non? Et la leçon, c'est de plus utiliser les Dragon Ball, donc si c'est grâce aux Dragon Ball qui gagnent, c'est nul. Mais pas du tout. La raison de cet état n'a pas encore été donnée, donc rien ne nous dit que cela vient véritablement de Shenron. Seuls Vegeta, Kame Sennin et Piccolo ont l'air de réellement comprendre ce qui est arrivé à Goku.
Très bien. En tout cas, moi je trouve ça un peu facile. Pendant le combat contre Ichiran, on voit que la tenue de Goku est totalement déchirée. Mais 100 ans plus tard, tu vois la tenue juste un peu abîmée avec des petits trous. Mais on s'en fout de ça! Ce qui est important, c'est l'héritage que Goku a laissé! Il a ressuscité toutes les personnes mortes récemment et a créé une paix durable! Oui, d'ailleurs, je vois que Shenron a ressuscité Krillin. Rappelle-toi, je te l'ai dit, peut-être que les Dragon Ball ont été améliorés. Tu chipotes un peu. La fin de Dragon Ball GT est mieux que celle de l'œuvre originale. C'est mon avis. Ton avis, tes héros, ton œuvre préférée. N'oublions pas de parler du film de Dragon Ball GT appelé L'héritage du héros, 100 ans plus tard. Hein? Quoi? Tu veux parler cette merde? J'allais partir, moi. Non, restez, finissons les débats. Et comment ça, c'est une merde? J'adore ce film. Bah, excusez-moi, ça parle de l'arrière-petit-fils de Goku, appelé Goku Junior. Le nom est déjà con. Alors là, non. Son nom, c'est Sangoku. Goku Junior est le nom qui a été donné pour ne pas le confondre avec son arrière-grand-père. Le manque d'originalité est flagrant. J'ai l'impression de lire le synopsis de Dragon Ball Evolution. C'est l'histoire de Goku qui va à l'école et se fait martyriser par ses camarades de classe. Sa grand-mère, Pan, est malade et Goku Junior doit retrouver la boule à 4 étoiles pour pouvoir la soigner. Attention! Déjà on découvre que ce Sangoku, bien qu'il ait un gros potentiel, est nul en combat. C'est en allant chercher la Dragon Ball avec Pak qu'il deviendra plus fort, jusqu'à éveiller le Super Saiyajin. Ah ouais, aussi facilement. Pak survit on ne sait comment d'une chute et nous n'avons aucune information sur les parents de Sangoku Junior. C'est pourtant ce qui nous intéresse le plus dans ce téléfilm. À la fin du téléfilm, on revoit Goku parlant à son héritier. Et c'est puissant, je trouve. Goku continue d'être une entité qui semble être sortie de la Dragon Ball à 4 étoiles. Ce qui met encore en valeur l'état étrange de Goku. Alors attends, maintenant que tu le dis, le film ne parle pas du dernier arc de Dragon Ball GT. Oui, car le film est sorti après l'arc Super C17. C'est pour ça que... Mais c'est super con! Les Dragon Ball n'ont-ils pas disparu avec Goku? Ta belle fin est devenue incohérente, mon gars. En plus, ça spoil le fait que Pan et Goku soient encore en vie, et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. À la fin, les Dragon Balls se sont sûrement purgés et sont revenus sur Terre. 100 ans se sont quand même écoulés. Bon, côté réalisation, les épisodes sont lents, très lents. Au niveau des combats, on ne voit que des boules de ki pour faire des économies d'argent sans doute. On ne retrouve plus les belles chorégraphies comme dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Niveau animation, ça fait le taf. On retrouve en plus les styles des années 90 qu'on a perdu de nos jours. Tu trouves toujours plus de sang quand un personnage est blessé et on a conservé les bruitages du Dragon Ball Z. De plus, les OST sont vraiment pas mal. Et j'adore l'opening rempli d'aventures. Oui, mais l'opening ne prend en compte que le premier arc. On perd aussi des trucs importants de la première série, comme la couleur des cheveux des Super Saiyans. Et ils ont rajouté un reflet blanc sur les personnages, assez dégueulasse, faut le dire. Regarde, avec et sans. C'est beaucoup mieux sans. Et le Super Saiyan 2, il est où? On sait même pas s'ils sont en Super Saiyan ou en Super Saiyan 2. Les éclairs sont là parfois même quand ils sont qu'en Super Saiyan. Et là, je ne te parle pas de la version française, qui est horrible. Trunks parle comme un fragile. Quoi, il a avalé le radar. Oh, attends, hé, sale voleur, rends-moi immédiatement mon radar. Pan crie comme une hystérique. C'est ta faute si je suis montée dans la capsule et c'est ta faute si elle est tombée en panne dans l'espace. Et en plus, c'est à cause de toi s'il pleut. Tu sais quoi, tu nous portes la poisse. Quoi? Mais il se trouve à 1 heure de marche. J'ai des ampoules aux pieds, je n'ai pas mangé depuis ce matin et je suis trempée. Je veux rester... bonsoir tout le monde. Et Goku Super Saiyan 4 est en phase terminale de son cancer. Vous ne pouviez pas deviner que j'allais me transformer. Ce n'est pas mal, non? C'est un magicien ce type-là. On reprend le combat? Allez, en position! Là, je suis d'accord avec vous, la VF n'est pas terrible. J'ai oublié de parler de la voix de Poivreau de Gogeta 4. Sérieux, on dirait l'oncle bourré qui parle de cul à un repas de famille devant ta fille de 8 ans. Moi, je suis à la fois Sangoku et Vegeta. Et je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, fais-moi confiance. Ouais,
C'est impossible de comprendre l'histoire si tu regardes en français. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas l'œuvre. Ah, tu peux pas tout mettre sur le dos de la VF, mon gars. Surtout après tout ce que j'ai dit. Ouais bon, le débat se fait long, il est temps de conclure maintenant. Je pense que vous l'avez compris, Dragon Ball GT n'est vraiment pas une bonne suite. La série possède trop d'incohérences, trop de facilité et des choix totalement idiots. Cependant, la série possède pas mal de qualités. Elle étend très bien l'univers de Dragon Ball et exploite des sujets qui ne l'ont pas été dans l'œuvre originale. Je pense bien évidemment au Tsufoul et au Dragon Maléfique. N'oublions pas le Super Saiyan 4, qui est juste incroyable, aussi bien physiquement que scénaristiquement parlant. Les musiques sont très bien, surtout celles de l'opening. Malgré un nombre d'erreurs très important, Dragon Ball GT est une suite à regarder. Certaines scènes vous énerveront, mais d'autres vous feront vibrer. On retrouve le visuel des années 90, et ça n'a pas de prix. Il faudrait bien évidemment fermer les yeux sur pas mal de choses pour apprécier la série. Et... attendez, c'est quoi ça? De quoi parlez-vous? Sur votre rétroviseur intérieur. Ah ça, c'est un porte-clés de Dragon Ball. Non, 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 non. C'est un porte-clés de Dragon Ball Super. Bon, j'espère que cette vidéo sur Dragon Ball GT vous a plu. Malgré le fait que ce débat geek soit assez long, on espère que vous avez pu le suivre en intégralité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que vous allez nous apprécier. Donc abonnez-vous et mettez un like à cette vidéo. Et dites-nous dans les commentaires si vous aimez ou non Dragon Ball GT. Votre avis compte. Et on vous dit à la prochaine. Sur ce, salut!